Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Avis de la diaspora. Merci infiniment de nous recevoir chez vous pour cette incursion exclusive. Nous abordons une actualité internationale d'une gravité exceptionnelle. L'annonce par les autorités nigériennes d'une possible guerre avec la France, une situation qui plonge dans une crise profonde les relations entre Niamey et Paris et suscite encore de fortes inquiétudes au Sahel et au-delà. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Moïse Adbenigans et moi, je reçois deux invités, l'un en Europe, l'un aux États-Unis. Je vais tout simplement, avant de lever le voile sur leur identité, je vais vous prier donc de partager cette émission avec les uns les autres. Nous sommes en live sur Facebook, nécessairement sur YouTube. Votre site est aussi www.afrowebtv.com/live. Merci infiniment à tous d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai privilège aujourd'hui de recevoir Monsieur Forson Koué. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour Léandre. Bonjour Moïse. Merci de m'avoir invité pour qu'on puisse partager notre analyse face à la situation politique du continent. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation pour ce jour et surtout de nous gratifier de votre disponibilité. Monsieur Léandre Apom, vous êtes défenseur des droits de l'homme et aussi analyste politique. Bonjour. Bonjour AfroWeb TV, bonjour les téléspectateurs de AfroWeb TV, bonjour Forson Koué et bonjour à l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir, vous aussi. Merci infiniment pour ce temps que vous nous accordez pour ce jour. J'en suis conscient que le temps, c'est de l'argent. Et aussi, donc, avec vous, nous allons aborder deux thématiques. La seconde qui reviendra par rapport à l'Union africaine, les réformes institutionnelles, les attentes. On en parlera de long en large dans cette émission. Mais pour entamer donc cette première partie, un haut responsable de la junte au pouvoir au Niger a appelé la population à se préparer à la guerre avec la France, affirmant que Paris serait responsable de la situation d'insécurité économique dans le pays, d'insécurité et de l'économie économique dans le pays. Donc, ces propos prononcés lors d'un meeting à Niamey ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux et Paris, pour sa part, dément toute intention d'intervenir militairement, qualifiant cette déclaration de guerre informationnelle. Alors, première prise de parole, Monsieur Léandre Apom, je vais commencer par vous. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation, sinon à cette sortie donc du Niger? Oui, malheureusement, c'est une crise qui perdure depuis quelque temps maintenant entre d'abord le Niger et la France, ensuite entre l'ensemble donc du consortium Niger, Mali, Burkina et contre la France. Et donc je ne suis pas du tout étonné par cette sortie du président nigérien qui affirme avec cette énergie qui lui est reconnue depuis la crise entre son pays et la France, cette énergie-là qu'il a encore démontrée en disant que le Niger va attaquer la France. Donc je ne suis pas du tout surpris parce que c'est ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui depuis la crise franco-nigérienne. Alors, monsieur Forson, et vous? Bon, nous sommes face à une situation géopolitique inquiétante et aujourd'hui, chaque Africain, où qu'il est, doit se poser les bonnes questions, doit analyser les tenants et les aboutissants de ce qui peut se passer sur le continent. Et cette guerre ou cette situation découle simplement de la nouvelle donne qui consiste à la recolonisation, pèse les mots, de l'Afrique et surtout à la conquête
des minerais critiques qui sont le centre de tout ce que nous allons débattre aujourd'hui parce que la guerre d'information ou la guerre sur le terrain que les uns et les autres veulent entamer, il y en a déjà qui se produisent. Hein. Mais le plus important, c'est que l'Africain que nous sommes, nous devons prendre conscience de la gravité de la situation parce que c'est la vie des millions de personnes qui sont en danger sur notre continent et la sécurité de tout le continent qui est mise à rude épreuve. Donc, on va continuer le débat tout à l'heure. C'est normal que le président de la République du Niger puisse intervenir. C'est normal. En tant que président et garant de la continuité de l'État et de la souveraineté de l'État et de la protection civile, il est normal qu'il puisse informer sa population de ce qui va arriver. Et donc, sa réaction, elle est normale. Voilà, je vous remercie. Sa réaction est normale. Alors, quand on prend ces sorties, comment est-ce que vous jugez ces sorties des autorités nigériennes? Est-ce que s'agit-il véritablement aussi d'un conflit bilatéral ou d'un affrontement plus large impliquant les alliances régionales et internationales? Monsieur Léandre. Oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas, c'est à la fois une guerre informationnelle, communicationnelle, mais également une guerre qui implique donc des forces militaires des deux pays. C'est une réalité que nous observons depuis la crise entre les deux pays et en l'élargissant aussi avec le Mali et le Burkina Faso. Donc c'est une réalité que nous vivons. Ce n'est pas un communiqué sorti est nihilo, mais c'est une réalité. Donc ce communiqué est le produit ou la conséquence donc de la situation délétère qui prévaut depuis quelques années entre ces deux pays. La France qui a été chassée du Niger et qui est même presque empêchée d'utiliser les minerais critiques dont dispose le Niger. Donc c'est vraiment un conflit, un ensemble de situations qui fait que aujourd'hui le président nigérien tient ses propos extrêmement graves. Donc ce n'est pas du tout pour amuser la galerie, mais c'est certainement pour avertir les autorités françaises que la situation risque de dégénérer si les tentatives de déstabilisation du Niger se poursuivent. Eh, est-ce que vous êtes de même avis, monsieur Forson Koué? Ben, nous sommes en phase du rapport de force. Hein? Nous sommes en phase du rapport de force. Et ce rapport de force, comme j'ai toujours répété, c'est 7 principes des rapports de force. Donc, militaire, économique, information, sécurité, aérien, renseignement. Donc, nous sommes en phase de cela. Et si vous observez les discours de tous les Occidentaux, aujourd'hui, ils ont aussi des problèmes dans leur pays. Ayant des problèmes et ils se ressourcent ou bien souvent leurs sources d'énergie et sources de richesse proviennent des pays qu'ils ont mis sous leur tutelle. Voilà la réalité. Et donc ça, on ne peut pas, on peut pas se cacher cela. Mais c'est vrai que le pragmatisme et la réalité prégnante des analyses faites par le président Abdou Tiani et Draman Tiani sont vraiment importants. C'est l'Afrique qui est en mutation. Et une Afrique en mutation, la mutation provient de la base. Et si la base qui vous porte, vous ne le communiquez pas les vraies informations, comment voulez-vous que cette base vous défende? C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. Déjà, je le dis à tous les dirigeants en Afrique, on ne peut plus se permettre de ne pas communiquer les vraies informations,
et laisser intoxiquer nos populations par la désinformation ou par les communications fabriquées, des pensées dilatoires et qui font écarter nos populations de vrais enjeux de ce qui nous attend. Mais si vous observez tous les pays en Europe, ou que ce soit aux États-Unis, partout, aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à des rudes réalités. L'énergie, la vie chère, les dépenses expandieuses des administrations. Et tout ça, on doit changer. Et ça, si vous ne communiquez pas ces réalités prégnantes à vos populations, vous serez balayés. Vous serez balayés. Comment voulez-vous m'expliquer que le Niger, qui a 1 267 000 km², d'accord, le 3, 4, 5, 6 fois la France, d'accord, donc, et qui n'a pas les moyens militaires qui sont capables de défendre son territoire, parce qu'ayant des frontières poreuses, ayant des frontières en Afrique qui ont dans des pays avoisinants ne sont pas en accord, donc ils sont source de déstabilisation, et vice-versa, ça va entraîner toute l'Afrique, le Sahel. Ça, c'est la réalité. Il y a quelques années, on n'a pas observé ce rôle de terrorisme sur la côte du golfe de Guinée. Aujourd'hui, il y a plein, partout, au Bénin, au Togo, dans toute la région, il y a ça. Je vous avais averti en 2022, j'avais dit qu'il y a des choses qui se préparent. Et c'est on est en train de vivre ça aujourd'hui. Et ça, c'est pas... On peut plus se cacher ça, en fait. C'est une guerre ouverte, en fait. Appelons les choses telles qu'elles sont. C'est une guerre ouverte d'information, comme l'a dit Léandre, de communication, de renseignement et de déstabilisation intérieure. La question que beaucoup d'Africains doivent se poser, c'est qui alimente les réseaux sociaux? Qui alimente les terroristes? Qui les finance? Où trouvent-ils leurs armes? Où trouvent-ils les renseignements? Qui sont maîtres du renseignement? Qui ont le monopole des renseignements? Qui infiltrent nos nations? Qui forment nos militaires? Qui les déstabilise? Qui prépare les coups d'État? Ça, c'est les réalités prégnantes. Qui nous finance? Et c'est la même qui finance qui dirige. Maintenant, si certains Africains sont conscients que non, la situation dans laquelle nos populations vivent, au fait, tous les pays en Afrique, hormis certains qui sont dans les opulences et qui vivent d'une manière aux dépens de l'État, en volant ou en trichant l'État, tous les pays africains vivent, ils ne vivent pas, ils survivent au fait. Parce que la terre, leur propre terre ne leur appartient pas. Les ressources qui sont au sous-sol ne leur appartiennent pas. L'eau qui coule ne leur appartient pas. L'électricité qu'ils émettent ne leur appartient pas. Regardez seulement ceux qui sont les entreprises qui fournissent l'électricité, la communication et l'information, qui distillent tout ça sur le continent africain. C'est ça, cette réalité-là à laquelle nous serons confrontés, mais c'est un débat, cette situation, y compris nous, on va le vivre jusqu'à ce que on meure. Mais c'est un combat idéologique, un combat physique, un combat mental, un combat de la détermination, un combat de survie. Je dis bien un combat de survie. Parce que on peut dormir, ne pas se réveiller, on peut partir du jour au lendemain. Mais faisons notre part de conscientisation et d'éveil de la conscience africaine. Et le discours de Tiani est une réalité prégnante et palpable. Les forces en sourdine travaillent pour déstabiliser le pays. Et nos propres frères, soi-disant dirigeants, des parvenus placés à la tête des États, qui sont prêts à sacrifier leurs propres voisins. Or, si tu dois ton voisin, n'oublie pas que ton tour va arriver. Si nous prenons le cas d'Idriss Déby, tous ceux qui ont servi avant, ils sont où aujourd'hui? Et quelles leçons les pays africains doivent tirer? Général Tiani, il a fait 40 ans dans l'armée. Il a fait beaucoup de fronts.
Il a sillonné toute l'Afrique. Il maîtrise l'histoire de l'Afrique. Le président du Mali, il a vécu la mort. Il a survécu à la mort. Le président du Burkina, ils ont vu des choses atroces que vous ne pouvez même pas imaginer. Là, ce n'est pas eux qui parlent. C'est l'âme qui parle. C'est leur force qui parle. Ils sont prêts à tout. Et ça, nous devons le dire au peuple africain qui continue à se jauger, à se pavaner, à danser. L'heure n'est plus à la danse. L'heure à la prise de conscience collective, parce que la sécurité dont on parle là ne sera pas une sécurité individuelle, mais c'est une sécurité collective du continent, avec la motivation et la volonté d'aboutir, qui conduiront, comme le disait Houphouët-Boigny, à égal, à discuter des minerais critiques et à faire en sorte que le plus offrant puisse apporter son expertise et aider les pays africains à se développer. C'est un combat idéologique, physique et mental. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Nous avons, chers téléspectateurs, le plus 1 319 462 89 119 numéro à votre écran pour participer à cette émission. Auditeurs, téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Voilà, c'est Kokou Philippe Amedoji depuis Liège en Belgique. Je salue très chaleureusement et fraternellement mes deux amis, Léandre Apom et Forson Ekoué. Et je te salue également, Moïse. Merci pour le sujet. Mais moi, j'ai un petit souci par rapport au thème, ou bien en tout cas la façon dont tes invités sont en train d'aborder le thème. J'aimerais leur poser la question de savoir si ils pensent que le Niger, faisant partie des 5 pays les moins riches au monde, enfin les plus pauvres au monde, peut déclarer la guerre à un pays qui fait partie des 5 plus riches au monde, une puissance nucléaire par-dessus tout. Il ne s'agit pas d'avoir de l'uranium dans son sol pour déclarer la guerre à une puissance nucléaire, mes amis. Il faudrait que nous, les panafricains également, fassions l'effort de ne pas chercher à péter, excusez-moi le terme, plus haut que nos fesses. Le Niger, on l'a vu récemment, pour maîtriser une trentaine de mercenaires, a eu recours à la Russie. Mes très chers amis, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que nous parlons d'une guerre de communication, d'une tension diplomatique ou bien d'une guerre armée? Merci de bien vouloir me répondre avec la plus grande clarté et surtout sincérité intellectuelle. Merci. Merci de nous avoir appelés, monsieur Amedoji. Oui, tu veux que je donne 2 réponses, s'il te plaît? Oui, allez-y. Ok. Bon, mon cher ami Philippe, en commençant mon propos, j'ai parlé d'une guerre informationnelle. D'accord? Ce que nous faisons ici, ou ce que nous disons, nous savons tous, et j'ai dit tout à l'heure, qui forment les armées. C'est pas parce que vous avez effectivement du uranium que vous avez la capacité. Mais il faut savoir extraire cet uranium et les vendre, les commercialiser, et créer les structures qui permettront à une population de vivre. Nous sommes dans un monde global où l'interaction des unes et des autres aidera nos pays à se développer. Vous croyez que la diplomatie n'œuvre pas en sourdine? Il n'y a pas de représentants français au Niger? Il y en a. Ce que nous disons, on ne parle pas de la guerre physique, mais cette guerre physique se déroule. Vrai ou faux? Oui. Mais ce que nous disons, c'est que il faut qu'on prenne conscience que on ne peut plus se permettre de prendre les minerais en essayant de trucider nos enfants sans qu'on nous dise rien, sans qu'on ne fasse rien. Et les lacs qui entourent là-bas, là, qui jouent le jeu de sourdine pour déstabiliser le ton frère. Parce qu'eux, on les maintient au pouvoir. C'est ça la réalité africaine. On n'a pas parlé de... On apprend et on travaille ensemble
Mais on ne peut pas, même si toi, ton papa, tu gis ton enfant, ton enfant va te dire, mais papa, on arrête quoi. C'est voilà. On est dans cette phase-là. On n'a pas dit que tout est parfait au Niger où les militaires font tout. Non. Mais ils doivent aussi communiquer, dire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'une nation sans sécurité? Toutes ces entreprises dont on parle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'expansion de leur entreprise dans les pays africains. Ils font signer à coup de force militaire des contrats. Pour le cas de RDC, on vous invite, on vous dit venez signer. Mais à la base de quoi? Vous n'avez pas de votre mot à dire. On va continuer comme ça? C'est la question est là en fait. La question est là. On ne dit pas que le Bénin, le Niger va confronter la France militairement. Non. C'est une guerre de l'information psychologique. Parce que si quelqu'un diffuse une information qui est fausse dans ta ville contre toi, mais tu es déstabilisé. Celui qui maîtrise l'information maîtrise la victoire d'abord. Celui qui maîtrise le renseignement en premier peut le transformer, le déformer à sa guise pour gagner la bataille. On est dans ça aujourd'hui. C'est la guerre de l'information psychologique, de déstabilisation. Voilà ce qu'on vit. Et ça, le dire, ce n'est pas un faux fuyant. Le dire, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Voilà ce que je peux apporter pour le moment. Merci. Merci, M. Forson. Alors, M. Léandre, la même question hein, pour vous. Et M. L'auditeur, sinon l'ami internaute, vient de vous poser, répondez. Merci à mon ami Philippe pour cette question et surtout pour sa préoccupation par rapport aux réponses que nous avions données. Je crois que les réponses que nous avions données correspondent exactement aux questions qui nous ont été posées. Si on devrait discuter sur la capacité du Niger à affronter la France, si la question nous a été posée, on aurait certainement pu donner une réponse. Voilà, on aurait pu donner une réponse. Mais en même temps, il est important de poser, il est important de réfléchir sur le sujet. Et moi, si j'ai donné ces genres de réponses au tout début, c'est simplement parce que je m'en tiens aux propos du président nigérien. Je n'ai pas prononcé cette phrase que le Niger va attaquer la France. C'est le président nigérien qui a prononcé cela. Et je m'en tiens à ce qu'il a dit. Et je fais une analyse autour de ce qu'il a dit. Maintenant, à nous de définir, ou à lui, au président Tiani, de dire qu'il s'agit de quelle guerre, de quel type de guerre. Si c'est une guerre militaire, moi je mets la différence entre une guerre militaire et une guerre armée. Voilà, si c'est une guerre militaire, si c'est une guerre armée, si c'est une guerre diplomatique, si c'est une guerre économique, voilà, c'est à lui de nous clarifier, de nous donner des clarifications là-dessus. Nous, on ne sera que là, dans cette émission, pour faire des supputations et pour faire juste des analyses. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de la France, qui est une grande puissance développée et même qui a une capacité nucléaire reconnue. C'est vrai, mais je mets également la différence entre une puissance nucléaire et une puissance armée. Parce que la puissance nucléaire n'est pas le nucléaire n'est pas une arme de guerre. Il faut le savoir. C'est une arme de dissuasion. Donc, il y a une différence dans la guerre entre le Niger et la France. La France ne va pas aller appuyer le bouton rouge contre le Niger. Ça ne peut pas se faire. Donc, on ne va pas aller jusque-là. Donc, si le président nigérien, connaissant bien la puissance militaire française, dit que le Niger va attaquer la France, il sait de quoi il est question, ou il sait de quoi il parle. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que le Niger a chassé la France du Niger. Et le Niger a également chassé les États-Unis du Niger. Donc, comme on dit en Afrique, quand un aveugle dit qu'il va te jeter la pierre, c'est qu'il a déjà mis les pieds sur cette pierre-là. Donc, ce qui se passe, nous ne sommes pas dans le secret des dieux et nous ne savons pas exactement ce qui se passe pour
critiqué les propos du général Tiani. À plus forte raison, c'est quelqu'un qui est un homme d'armes, c'est quelqu'un qui manie les armes, c'est quelqu'un qui est en plus un chef d'État et donc qui maîtrise la politique militaire, la diplomatie militaire, je veux dire, la diplomatie économique, la coopération et tout le reste. Donc, il a les pieds entre ses mains et cela lui a permis donc de tenir ce genre de propos. Peut-être que c'est des propos de dissuasion, peut-être que c'est des propos des menaces ou peut-être que c'est aussi une stratégie de communication. Donc, pour nous, ce n'est pas nécessairement une intervention militaire ou une guerre armée. Ça peut être une guerre économique, ça peut être une guerre communicationnelle, de dissuasion tout simplement. Donc, pour moi, je crois que mon intervention reste purement dans des analyses, dans des supputations et juste dans des réflexions. Merci. Si Moïse parle, on ne l'entend pas. Je ne l'entends pas, moi. Vous ne m'entendez pas, merci. Ouais, Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci beaucoup. oui, c'est bon. Est-ce que la France a perdu son influence stratégique en Afrique de l'Ouest, monsieur Léandre? La France est en train de perdre son influence. Et ça, c'est visible. Il y a une dégringolade, je dirais, à 90%. La jeunesse africaine, les politiques, les gouvernants ont connu entre guillemets, vous me permettez ce terme-là, la nudité de la France, tout comme à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, où avant ces deux guerres, l'homme noir considérait l'homme blanc comme un dieu, jusqu'à ce que l'Afrique soit impliquée dans ces deux guerres et a découvert ce qu'est l'homme blanc, ce qu'est l'homme de l'Occident. Et depuis ces jours, l'Afrique a compris qu'en fait, ce ne sont que des humains et qui ont le même sang qui coule. Donc, la seule différence, c'est qu'ils ont une avance sur nous au niveau technologique, au niveau militaire, au niveau économique et tout le reste. Ce qui fait que leur domination est toujours présente. Mais depuis les crises en Afrique et surtout au Niger, au Sahel, l'Africain se rend compte que la France n'a plus vraiment cette hégémonie sur l'Afrique. Et j'en veux pour preuve le fait que le Niger a réussi à dégager la France du Niger. Et pareil pour les États-Unis. Donc leur influence, l'influence en tout cas de la France, a diminué considérablement. Et je parie que d'ici quelques années, la France ne sera réduite qu'un simple pays qui n'a plus vraiment d'influence parce que vous allez voir que depuis quelques années, avec la montée en puissance des courants panafricanistes, la jeunesse africaine s'est rendue compte également que cette influence n'est que du vent et qu'aujourd'hui, l'Afrique peut se déterminer sans l'accord ni de la France ni de l'Occident. Vous allez vous rappeler également que l'Allemagne avait fait avait, je crois, publié un documentaire qui dénonçait les abus de la France en Afrique et la dette que la France percevait toujours, je crois, à hauteur de 400 milliards par an. Et je me rappelle également que des députés italiens ont également dénoncé cela et ont même dit que sans l'Afrique, la France serait un pays sous-développé. Donc, vous comprenez qu'avec toutes ces communications, l'on se rend compte également de la puissance, entre guillemets, de la France et que si vraiment l'Afrique se départit de la France, elle sera plus autonome et que la France sera comptée désormais parmi les pays les moins avancés en Occident. Donc c'est une réalité qui est visible, c'est une réalité qui est tangible, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Chers amis, vous pouvez aussi participer à ce débat sur le +1 319 462 89 119 numéro à votre écran. C'est une émission interactive. Si c'est la première fois que vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs, Monsieur Forson Koué, est-ce que dans ce conflit peut déstabiliser toute la région sahélienne comme le pensent d'autres aujourd'hui? C'est ce que je me tue à vouloir vous expliquer. Ce que se passe, ce n'est pas seulement la France. Hein. Je vais clarifier cette situation. Au fait, l'Union européenne hein, et les pays européens doivent savoir que c'est une nécessité pour eux d'aider l'Afrique, d'accord, pour que leur économie aussi puisse évoluer. Or, si nous faisons une introspection de l'histoire, vous allez vous rendre compte que la politique post-coloniale, la politique établie depuis Bretton Woods jusqu'à aujourd'hui, découlant sur la création de ONU, FMI, tout, le droit international, aujourd'hui, c'est les enfants de ces enfants-là, les petits-fils qui gouvernent et qui appliquent les mêmes politiques. Que ce soit en Belgique, que ce soit partout où nous sommes, c'est cette idéologie-là de domination du maître et l'élève qui continue. Et on ne pense pas, on nous dit, en fait, que l'homme nègre n'est pas encore évolué. Donc, on peut venir prendre sans demander. Si tu ne veux pas, on vient en force. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ils ne le cachent pas. Dans leur loi de programmation militaire, de tous les pays européens, allez lire et observer les décisions qui sont prises. En 1965, Houphouët-Boigny disait ceci, que le continent africain recèle des minéraux critiques et des matériels, des matières premières. Que lorsqu'il y aura les enfants africains qui vont naître, qui vont grandir et qui vont comprendre le système, à cette époque-là, on va discuter de l'or, du prix de l'or, du prix de l'acier, pour déterminer le coût de revient ou le prix de vente. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais d'aucuns ne veut pas accepter cela. Or, le monde évolue. Il est à savoir à la France que la voie de dialogue, la voie de la paix est toujours possible. Et que des travails en sourdine peuvent contribuer à aplanir la situation entre le Niger, le Burkina, le Mali. Pourquoi? Parce que tous ces pays ont leurs ressortissants à 85% dans ces pays-là. Et aujourd'hui, subissent la loi des politiques qui n'ont rien compris de l'histoire de l'Afrique. C'est ça la vérité. Et le discours populiste qui engraine la mentalité des Européens fait en sorte, ceux qui ont pu étudier, regardez le cas de Giorgia, du président du Conseil d'Italie. Elle n'est pas partie à l'UA, elle est partie à l'Union africaine pour faire quoi? Pour donner promotion aux entreprises italiennes. Vous avez vu un pays africain aller dans les rencontres européennes plaider quelque chose? Non. Cette mentalité de domination, c'est ça la réalité. Donc nous qui avons étudié, qui comprennent le fonctionnement de l'Occident, nous avons l'obligation d'éveiller les consciences. Non pas pour confronter l'un à l'autre, mais pour répéter la nécessité de travailler ensemble. C'est ce que dit
le général Tiani. Moi, j'ai suivi toute son intervention pendant 5 heures de temps. Et ce qui sort du propos du général Tiani, c'est quoi? Ce qui sort du propos du président burkinabé, c'est quoi? Ce qui sort du propos de tous ces militaires-là. Analysez bien leurs propos. Mais monsieur Forson, certains estiment aussi que c'est jeter l'opprobre sur donc l'adversaire, sinon la France, à chaque fois que quelque chose nous arrive en Afrique. Réaction? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que nous avons la nécessité de travailler avec la France. Je parle le français. Mais les mots que j'utilise sont importants. Je dis, c'est une nécessité de travailler. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels la France a une connaissance pointue. Il y a des domaines dans lesquels les États-Unis ont des connaissances pointues. Et il y a des domaines dans lesquels les Britanniques ont des domaines pointus, les Allemands ont des domaines pointus. Sur cette mutualisation de compétences, où chacun de la diaspora a été formé, d'accord, contribueront à l'éveil et au développement de l'Afrique, mais pas en faisant la guerre. C'est cette mentalité que les Européens doivent changer pour avoir à mener une autre politique qui est la politique de dialogue et surtout la politique diplomatique. C'est ça qui manque aujourd'hui. La diplomatie souterraine, c'est ça qui manque. C'est la force, au fait, qu'ils veulent jouer pour donner, pour qu'on donne aux plus offrants. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Nous devons avoir le monopole. Mais aujourd'hui, même la technologie évolue. Il y a diverses sortes de portables, il y a diverses sortes de satellites, il y a diverses sortes de connexions, il y a diverses sortes de valeurs boursières. Donc, il y a diverses sortes de sécurité. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. C'est pour ça que je rejoins Léandre. Si nous appliquons la méthode SORAT, la méthode SORAT qui est située, observer, réfléchir et agir, nous observons qu'il est de la nécessité de l'Europe d'aider l'Afrique, mais en revisitant la politique qu'ils ont établie afin de travailler en partenariat parce qu'ils ont tout à gagner. Mais la force de vouloir implanter ou implémenter leur entreprise au détriment d'autres pour que les pays africains ne puissent pas gagner et aussi nourrir leur population, comme vous imaginez, au Niger, il y a 200 000 personnes qui travaillent. 200 000 personnes qui sont à la charge de l'État. Sur 70 millions... Monsieur Forson, je vais revenir à vous. Excusez-moi de vous couper. On va recevoir très rapidement ces auditeurs avant de continuer. Alors, vous avez 2 minutes, monsieur. Auditeur, vous êtes en direct. Tout à fait. C'est toujours Philippe qui revient. Oui. Et mon ami Forson Ekwe, vous dites que la France a l'obligation, l'obligation d'aider l'Afrique. Donc déjà vous parlez d'un pays qui a l'obligation d'aider un continent. Où est-ce que vous avez lu ça? Dans la Charte des Nations Unies où? Depuis quand les pays, par sympathie, aident d'autres personnes à devenir leurs concurrents ou à leur prendre le marché? Il va vous répondre. Les amis, non, moi, c'est la première question que je lui pose. Deuxième question, lorsque vous dites que on a des compétences également dont les Occidentaux ont besoin, le Niger, qui est en conflit ouvert avec ses voisins, en l'occurrence le Nigeria et le Bénin, ok? Est-ce que nous, les Africains, là, nous savons de quoi nous parlons? Vous êtes en conflit, vous ne parlez pas avec vos frères et sœurs, vous qui avez dormi dans le même ventre. Et vous voulez aller parler à des gens que vous ne connaissez pas. J'aimerais que vous qui êtes sur le plateau aujourd'hui, en tant qu'Africain, vous me dites si ça c'est normal. Vous savez, et je termine par là, savez-vous combien de militaires nigériens et combien
combien de civils nigériens ont été éliminés, tués dans les conflits dans la guerre que les djihadistes mènent à la transition nigérienne. Est-ce que vous pensez que c'est cette façon de gérer l'Afrique que les pères fondateurs du panafricanisme ont préconisé? Être en détestation, être en conflit avec ses propres voisins et vouloir parler avec des voisins lointains? Les amis, ouvrons-nous les yeux. Pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est pour faire plaisir aux panafricains? C'est ça le panafricanisme. Ne pas parler à ses propres voisins de frontières et vouloir discuter. Vous dites l'uranium là. Combien de pays d'Afrique transforment leur matière première Merci, pour donner des emplois à leur jeunesse? Merci, monsieur Vous croyez que la France va délocaliser, va vous transférer sa connaissance pour que vous lui preniez des marchés, et alors que eux, leurs jeunes ont aussi besoin d'emploi? Pourquoi nous-mêmes en Afrique, nous ne réfléchissons pas à mettre en place des pôles de recherche pour transformer nos propres produits avant de les revendre, nos propres matières premières? C'est ça la question. Sinon, dire chaque fois que c'est le voisin lointain, la France, les Blancs qui sont à l'origine de nos problèmes, c'est se lamenter pour rien. Merci. Merci, monsieur Amedodi. Derrière monsieur Amedodi, on reçoit notre téléspectateur. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonsoir. Allô? 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 Bon, j'espère que vous avez compris donc les inquiétudes de monsieur Amedodi et on va recevoir rapidement. Allô, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, allez-y. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? On ne vous entend pas. On a du mal à vous écouter, monsieur. On a un peu de mal à vous écouter. Bon, on va le recevoir juste après que vous répondez. Je vais donner une minute à monsieur de manière ramassée. Vous allez... il rappelle. Allô, bonjour. Hello. Oui, vous êtes en direct. Allez-y, vous avez 2 minutes. Ok, est-ce que vous m'entendez là? Parfaitement. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ok, moi c'est Monsieur Peter Brown. Je vous appelle depuis Scottish, Glasgow. Je vous sais. Allez-y. Je suis très intéressé par toutes les chaînes panafricaines et je regardais comme ça, j'étais en train de parcourir YouTube et puis quand j'ai vu ça, ça a attiré mon attention et vu le débat qui est très intéressant avec vos 2 invités, j'étais très émerveillé. Ok. Ce que moi je peux dire par rapport à le discours du général chef d'état-major du Niger, c'est un discours qui cache une communication très voilée mais très significative. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit ce qui s'est passé récemment au 29 janvier et quand on voit également ce qui s'est passé au Burkina, je pense que c'est aujourd'hui, ils ont arrêté des camions qui contenaient des fusils et des lance-roquettes, etc. On comprend que M. Tiani est en train de dire à la France et à ses proxys que je sais où vous marchez, je sais ce que vous faites, je sais comment vous procédez et que désormais, je vais maintenant anticiper vos actions. Je ne vais plus vous laisser venir frapper mon territoire. Ok? Et pourquoi? Parce que aujourd'hui le Niger a reçu l'assistance de Russia. Ils ont reçu également l'assistance de la Chine parce que, quoi qu'on dise, ils ont des relations bilatérales et commerciales avec ces 2 pays et stratégiques surtout avec la Russie. Donc, il est hors de question que aujourd'hui où ils ont nationalisé Orano et qu'ils ont confié à Rosatom de pouvoir opérer tranquillement sur les mines. Alors, Paris qui est aux abois, parce que je ne vais pas vous cacher, j'ai mené des enquêtes avec mes correspondances en France. On m'a fait savoir que c'est très existentiel pour la France de récupérer l'uranium du Niger. Je ne sais pas si les Africains comprennent ça, surtout le peuple nigérien. Parce que Paris avait fait son pari économique, financier sur les plateformes en fonction de ce qu'elle tenait au Niger pour avoir chassé tous ceux qui s'opposaient à sa dictate et imposer des vallées comme celui qu'on a connu récemment, comme ceux qui ont sauté, ceux qui ont remplacé
l'ancien président des années 75 et tout. Donc pour elle, c'était une chasse gardée qu'elle avait pour entretenir son réseau électrique en France et aussi vendre son électricité en Europe. Voilà pourquoi elle faisait la grosse tête quand il y avait les crises de pétrole, parce qu'elle se disait que oh, j'ai mes centrales nucléaires, je peux faire ce que je veux tant que je conserve le Niger. Mais aujourd'hui, le Niger a échappé à ses mains. Et ça, c'est un gros tollé. Et ça fait que les actions de Orano ont vraiment chuté. Non seulement ça, mais aussi Orano finançait le président français. Donc là, il y a, je veux dire, excuse-moi d'accentuer là-dessus, c'est-à-dire que soit l'État français prend une responsabilité de mener une guerre ouverte, je dis bien une guerre ouverte, avec ses proxys contre le Niger, soit elle utilise ses proxys, mais comme on a entendu le discours de ce général, parce que j'ai écouté attentivement mot par mot, j'ai compris, comme je vous ai dit tout à l'heure, que maintenant ils ne vont plus se contenter d'être sur la défensive, ils vont attaquer. Donc si les renseignements des satellites qu'on leur a permis d'observation qui dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ils vont frapper. Ce serait tant pis pour le Bénin, ce serait tant pis pour le Nigeria, même si on dit que c'est une puissance, à mon avis, c'est une puissance au pied d'argile. Hein, c'est là où on ne voulait pas en venir. Pardon? C'est là où on ne veut pas en venir. Mais malheureusement, on risque d'atteindre ce cap parce que quand on regarde la géopolitique actuelle dans le Proche-Orient, elle a un rapport avec ce qui se passe dans la zone sahélienne parce que c'était une zone stratégique occidentale. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous aurez encore d'autres thèmes assez intéressants. Monsieur Forson, je vais vous donner 2 minutes de manière ramassée pour répondre à Monsieur Amedodi et je vais poser la même question. Puis sinon, on doit aborder des aspects économiques, sociaux concernant donc cette guerre qui se profile à l'horizon très rapidement, Monsieur Forson, puisque je vous avais coupé entre-temps. Oui, bon, j'ai pas l'impression que Philippe, quand on parle, il ne nous écoute pas, en fait. J'ai comme l'impression, quand on prend la parole, qu'il est dans une dichotomie des analyses, au fait. Je précise à ma chère amie Philippe que, normalement, il y a quelques années, le Niger et le comment on appelle, le Nigeria, le Bénin et tous ces pays environnants sont en bons termes. Si vous analysez l'histoire, il ne faut pas se focaliser sur des choses que vous ne maîtrisez pas bien. D'accord? Si vous analysez l'histoire, le Niger a toujours eu des présidents militaires. Allez regarder l'histoire du Niger. Pourquoi ces présidents militaires, il y a toujours eu des coups d'État? Combien de coups d'État s'est produit au Niger? Et qui formate ces coups d'État? Là, on ne parle pas de... Il parle de l'uranium. Ce n'est pas seulement l'uranium. Si l'uranium de Niger est tellement pauvre à ce point-là, pourquoi on se bat pour ça alors? Quand je dis, il faut réécouter, effectivement, j'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé les 5 heures d'analyse que le général a produit. Quand il a fait 41 ans dans l'armée, quand même, c'est pas un enfant qui parle, en fait. Nous sommes en train de vivre la géopolitique déplacée sur la terre africaine. J'ai déjà dit dans plusieurs de mes analyses. Il y a l'or, il y a le pétrole là-bas, qui passe par le Bénin et qui passe par le Papa Noël qui va vers le Niger. Voilà la réalité, ça. Donc, si le président de la République dit, alors que c'est un militaire qui a des informations, des renseignements, qui détiennent les renseignements, vous savez, on va être clair, hein, la Chine est plus puissante en service de renseignement que vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Où on fabrique les puces, là? Où on fabrique les ordinateurs? Où on fabrique... En fait, on est en train de travailler, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui maîtrise l'information maîtrise le monde. C'est pour ça qu'il est très difficile que la déstabilisation soit opérée dans les 3 pays-là, parce qu'aujourd'hui, derrière ces pays-là, il y a des gens qui leur fournissent des renseignements avec des informations, des trucs pointus qui dépassent même l'entendement. On ne va pas rentrer dans les détails. Je suis dans un pays européen
Je parle, je sais ce que je dis, et ça m'engage dans mes propos. Mais ce que je dis, je disais que nous devons, comme lui, Philippe, qui est en Belgique, il a appris, il raisonne comment? C'est parce que tu as appris en Europe et autres. Donc, demain, quand tu vas travailler avec les Belges, avec qui tu as travaillé, c'est ça en fait. Donc, ce que tu as appris, les connaissances, tu penses que ça sera mieux pour ton pays, tu le mets pour le pays et trouver avec une étude comparative les prix le moindre coûteux pour ta nation, pour que ton pays aussi, tes enfants, tes concitoyens, ton peuple puissent vivre. On ne peut pas continuer à quémander. On ne demande pas de l'aumône. On ne demande pas de l'aumône. Si Alors, les États-Unis ont 30 besoin secondes, s'il vous plaît. de l'information, de l'information, et qui ils veulent maîtriser le Taïwan pour pouvoir posséder les puces électroniques, ben, pourquoi ils savent qu'ils doivent avoir ça? Parce que celui qui maîtrise l'information, les renseignements, les nanotechnologies, c'est eux qui vont gouverner le monde. On n'est plus dans le monde, on a dépassé ce stade. Mais l'Africain, comme il ne peut pas parler, ils doivent communiquer pour que ce qu'ils diffusent puisse être allé dans les recoins, traduite, pour que les populations puissent être éveillées. Qu'est-ce qui passe par le Niger? Qu'est-ce qui passe par le Nigeria et le Bénin? Qui sont là-bas? C'est la réalité, ça. Et ça, ceux qui vivent, ce que vous ne voyez pas, on peut pas se... On peut pas... En fait, chaque fois, j'ai dit ça, chaque fois qu'un Africain tombe quelque part, c'est notre sang qui est saigné. C'est notre sang. Alors, je retiens ça comme votre... Alors, on a un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Puisque dans quelques instants, on va aborder les conséquences économiques. Est-ce que c'est une rupture entre le Niger et la France? Cette rupture sera définitive. Qui paiera le prix de ce bras de fer? Ce sera la question à poser à M. Léandre Apom. Mais pour l'heure, téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, cher Agbeniga, et bonjour à nos compatriotes qui sont en train de débattre sur le plateau. Yeah. Vous savez, à chaque fois que moi j'écoute votre émission sur la fameuse AES, je me pose toujours la question de savoir à quand la fin de cette menterie politique, à quand la fin de cette fiefferie politique. Parce que si vous voyez tout le bilan de ces putschistes-là, c'est une catastrophe. Au niveau social, au niveau sécuritaire, au niveau économique, tous les indicateurs sont au rouge. Et pendant ce temps, alors que notre peuple du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal est en train de broyer du noir, nous sommes là et nous applaudissons ces putschistes-là. Et nous disons même qu'ils sont des panafricanistes. Alors que si vous lisez toute la documentation sur le panafricanisme plutôt, ces gens-là ne remplissent aucun des critères édictés par Nkrumah. Ce qui est grave, c'est que ils sont en train de bomber le torse alors qu'ils ne peuvent pas faire la guerre à la France. Voyez ce qui s'est passé entre les États-Unis et Maduro. Quand Maduro dansait et appelait Trump à venir le capturer, qu'est-ce qui s'est passé? Trump a pris des avions. En 2 secondes, c'est fait. En 2 secondes, c'est fait. Et donc, si Tiani dit aujourd'hui qu'il va faire la guerre à la France, est-ce qu'il a les moyens de faire la guerre à la France? Moi, j'ai suivi BFM TV. J'ai vu les commentaires des Français. Qu'est-ce que les Français disaient? Ils disaient qu'il suffit de prendre un avion pour aller capturer notre putschiste Tiani. Non, je pense que nous qui sommes ici, qui avons voyagé, parce que nos parents disent, si vous voyagez, vous apprenez. Vous apprenez. Je pense que nous qui sommes ici, qui vivons, je peux le dire, dans le confort de l'Occident, qui avons su ce que c'est que la politique, la démocratie, la gouvernance, je pense que nous devons sincèrement aider nos compatriotes de l'AES à sortir de là
Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de dire à ces putschistes-là de cesser leur manipulation grossière, parce qu'aujourd'hui, notre peuple a faim à l'AES. Même l'uranium, nous n'arrivons pas à le vendre. La Russie ne peut pas l'acheter. La scolarisation, nos enfants ne vont pas à l'école à cause de la question sécuritaire. Même l'électricité, nous n'arrivons pas à assurer l'électricité à notre peuple. Donc je pense que ces gens-là doivent quitter le pouvoir et laisser la place à des politiciens chevronnés de faire la politique et de renouer avec la communauté internationale, la soi-disant communauté internationale. Vous savez, la France nous a colonisés. 30 secondes. D'autres pays nous ont colonisés. Mais si vous voyez aujourd'hui la population africaine, la majorité de nos compatriotes vivent en France. La majorité de nos compatriotes vivent aux États-Unis. La majorité de nos compatriotes vivent en Belgique. Ça veut dire que nous avons nos intérêts en Occident. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous mobiliser et revoir les accords coloniaux. C'est ce que l'homme intelligent fait. Et non être sur les plateaux et dire que nous applaudissons des putschistes qui ne font absolument rien, qui sont dans les salons, qui grossissent, qui bouffent, alors que notre peuple est en train de souffrir. Donc honnêtement, je pense que il faut dire à ces gens-là d'arrêter la débandade. Il faut que nos compatriotes du Niger, du Burkina Faso et aussi du Mali se ressaisissent. Il faut qu'ils convoquent rapidement une assise, discutent de leurs problèmes et aller immédiatement aux élections. À partir de là, ils auront des organes sérieux, ils auront des représentants élus, ils peuvent discuter. Et le peuple africain est là pour soutenir ces démarches-là, faire en sorte que les accords soient revus. C'est ce qu'il faut faire. Il faut revoir les accords avec les pays occidentaux. Il faut nouer d'autres accords et il faut que notre peuple soutienne ces accords-là. C'est ce qu'il faut faire. Donc merci beaucoup, M. Agbenigan, et que Dieu protège les compatriotes. Merci à vous. De ce que nous appelons l'Alliance des États du Sahel. Merci à vous aussi de nous avoir appelés. Alors, M. Leandra Pom, qui paiera le prix de ce bras de fer, les dirigeants ou les populations, et puis quels peuvent être véritablement jusqu'où ira le Niger? Est-ce que c'est une rupture totale entre le Niger et la France? Merci pour cette question, elle est pertinente. Et avant de l'aborder, je voudrais très rapidement dire un mot sur l'intervention du téléspectateur. Il faut comprendre que l'Afrique aujourd'hui n'est plus celle d'hier ou d'avant-hier. Il y a donc des réalités que les Africains affrontent et on ne l'affronte pas nécessairement dans le cadre du panafricanisme. On l'affronte dans le cadre, par exemple, de l'autonomisation de chaque pays. On l'affronte dans le cadre également de l'identité de chaque pays, pas nécessairement sous l'angle panafricaniste, même si, quelque part, l'angle panafricaniste est inclus, ce n'est pas nécessairement, l'angle panafricaniste n'est pas la norme pour laquelle on se débarrasse d'un colon. Voilà. Le panafricanisme, je dirais que c'est une idéologie qui permet que des Africains se retrouvent dans un même creuset identitaire. C'est comme ça que moi je définis le panafricanisme. Par contre, la souveraineté des États dépend donc de chaque État. Et chaque État s'organise à sa manière avec les ressources et les moyens dont il dispose pour lutter afin donc de se départir des types de colonisation qui puissent exister, des types d'interférences qui puissent exister. Donc pour moi, si à un moment donné de l'histoire, de leur histoire, le Niger, le Burkina, le Mali se disent que voilà, ils veulent s'autonomiser et créer ou divorcer avec le colon, c'est de bonne guerre. Donc je crois que c'est des initiatives à soutenir parce que il ne faut pas l'oublier. Si l'Afrique est pauvre jusqu'à ce jour, c'est aussi parce que il y a des gens qui, quelque part, ont décidé de venir déranger la population tranquille et paisible
en Afrique. S'il n'y avait pas voilà, ces gens-là qui sont descendus en Afrique pour expolier, pour exproprier les Africains, je ne pense pas qu'on serait en train de faire ce débat aujourd'hui. On serait peut-être en train de réfléchir à comment mieux outiller la jeunesse africaine pour qu'elle puisse mieux s'émanciper. C'est une triste réalité. Et donc, pour moi, la lutte que mènent ces trois pays ne sort pas nécessairement ou n'a pas un socle panafricaniste au sens puritain du terme. C'est juste une lutte pour se libérer de l'impérialisme, du colonialisme tout simplement. Maintenant, si on va mettre une norme panafricaniste là-dedans, ça veut dire que c'est une lutte qui concerne pas seulement le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, mais toute l'Afrique entière et sa diaspora. Ensuite, en plus, donc des afro-descendants. Donc, le panafricanisme est galvaudé aujourd'hui. On le met un peu partout. Elle est devenue une sauce passe-partout. Moi, le travail que le Niger est en train de faire, la lutte qu'ils sont en train de mener au Mali, au Niger, au Burkina, c'est une lutte à soutenir. Et quand on nous dit, par exemple, qu'il n'y a pas de bilan, effectivement, ils sont en guerre. C'est un pays en guerre. Ce sont des pays en guerre. Comment espérez-vous un bilan positif ou des exploits, en tout cas en termes de développement socio, politique, économique et tout ça, quand ils sont en guerre? Pour l'instant, ils sont en train de faire une guerre de libération. Une fois que cette guerre de libération aura donc un résultat escompté, c'est-à-dire quand ils auront gagné cette guerre de libération, ils vont maintenant réfléchir à mettre en place des stratégies de développement. Et je crois que si on est conscient et honnête, on se rendra compte que ces trois pays-là sont en train de mettre des initiatives en place pour que leur pays puisse se complètement libérer du joug du colonialisme, du joug de l'impérialisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont, pour moi, à soutenir. Et moi, je prierais même ou je souhaiterais que beaucoup de candidats se joignent à cette initiative de libération complètement du joug colonialiste. Et voilà, maintenant revenant à la question proprement dite, l'impact c'est à la fois sur la population, sur les politiques et aussi sur la France, parce que la France n'aura plus la même mise sur les richesses du sous-sol nigérien. Donc ce sont des désagréments qui sont partagés entre les deux belligérants et au-delà entre également les autres pays qui bénéficient d'une manière indirecte à cette manne nigériane. Vous allez vous rendre compte que on extrait l'uranium au Niger et le Niger n'a pas d'électricité. C'est une calamité. Et si les autorités nigériennes prennent la décision et le courage de se libérer de ce colonialisme afin qu'ils puissent gérer leurs richesses, je crois que c'est une initiative à soutenir. Alors, quelle solution pour une sortie de crise et quelles leçons nous tous, Africains, nous pouvons retenir donc de toute la situation? Je crois que une solution, c'est que beaucoup d'autres pays, moi je l'ai donné autrement, c'est que beaucoup d'autres pays puissent se départir de cette colonisation française-là, de cette domination, de cette hégémonie française, et de se libérer complètement. Parce que vous allez voir, je suivais un peu le bilan au niveau du Burkina Faso, et j'apprends que la diaspora burkinabé contribue à hauteur de 350 millions de dollars par an, et qui dépasse largement l'aide à la coopération occidentale au Burkina. Donc ça veut dire que si une des solutions, c'est de réussir à mobiliser les valeurs, non, d'abord à mobiliser les capacités locales, internes, endogènes, ensuite de faire monter les valeurs de ces pays-là, les valeurs, en tout cas des valeurs sociales, des valeurs culturelles de chaque pays. Ensuite, que d'autres pays africains qui s'accopinent avec le colon puissent se libérer de ce joug-là
et soutenir cette initiative afin de faire d'une Afrique une Afrique autonome, une Afrique libérée, une Afrique émancipée et qui puisse désormais réfléchir par elle-même de ses propres problèmes et initier des solutions qui, comment je vais dire, correspondent à ces réalités, aux réalités africaines, plutôt que d'être là et d'être toujours à la lèche de la France et partant de l'Occident. Merci. Merci à vous, monsieur Landrapom. Monsieur Forson Koué, quelle solution pour une sortie des crises en soi, puisque c'est pour ça que nous faisons donc l'émission aujourd'hui. Que faire pour éviter la guerre? Ben, que les gens ne vous trompent pas. Hein. La France a toujours un pied à terre au Niger, hein, au Burkina et et au Mali. Hein. Donc, ceux qui parlent là, les gens vous parlez, mais vous savez pas ce qui se passe au fait, quoi. Je vais prendre un exemple pour que les Africains puissent comprendre quelque chose. Et quand je parle, il faut que les gens me comprennent. Parce qu'il y a une logique dans ce que je dis. Tout le monde parle de la France, mais les Américains, exemple donné, hein, les Américains, si on prend une bifurcation vers la RDC, qu'est-ce qui s'est passé quand Donald Trump a décidé de faire convoquer directement Kagame et Tshisekedi a signé un accord de paix sous contrainte des minerais critiques des contrats que nous ne voyons pas. Donc, c'est beau de dire la France, y compris la Belgique, y compris l'Allemagne, tous les pays occidentaux individuellement travaillent en sourdine pour signer les contrats. Pourquoi le président chancelier, le président de l'Allemagne est parti la fois dernière au Ghana? Qu'est-ce que va chercher Giorgia Meloni dans la réunion de l'Union africaine? Pourquoi la Chine convoque les pays africains en Chine, l'Inde? Voilà les réalités, les gars, nos chers amis. Donc, il faut qu'on pose des problèmes et il faut que ceux qui, aujourd'hui, on peut les critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais tous les secteurs, si vous repérez les 7 principes de la géopolitique, vous comprendrez ce qui se passe réellement. Qui détermine les prix, qui détermine l'argent même que vous utilisez. Ils peuvent mettre l'embargo sur l'argent que vous utilisez, mettre l'embargo sur les nourritures, les médicaments que vous utilisez, et donc vos populations meurent en sourdine par milliers et par millions. Ceux qui parlent tout à l'heure, je vous invite à faire avec patience ces analyses-là. Quels sont les clubs qui octroient les prêts aux États? Qui sont les pays qui sont dans ces clubs-là? Et le droit international démontre aujourd'hui la domination de l'Occident et la domination du plus fort. Maintenant, pour répondre à la question... 30 secondes, s'il vous plaît, puisqu'on va faire la pause. Survie. Une survie, mais nous devons travailler par voie diplomatique pour faire en sorte que, d'accord, on puisse arriver à un terrain d'entente pour aplanir la situation. Or, la mentalité, la philosophie des Occidentaux est de diviser pour régner, est de dominer et continuer de dominer en plaçant les pions que j'appelle les parvenus à la tête de nos États sans l'aval des populations africaines où les constitutions, où les trucs sont tripatouillés par eux derrière la main noire qui dirige. Merci. Voilà. Mais merci. n'oubliez pas que chaque fois qu'il y a une base militaire française quelque part, il y a la base militaire américaine et base militaire derrière. Voilà. Merci, M. Forson. On va faire la pause, chers amis téléspectateurs, amis internautes. Vous êtes au bon endroit, ne bougez surtout pas. On revient dans 30 secondes. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7